Cette semaine, Blacklist Parkour présente le champion, vainqueur du Apex International Speed Contest, Charles Poujade. Avoir compétition avec moi-même, toujours être meilleur, voilà. Demain, je serai meilleur que moi aujourd'hui. Il y a de plus en plus de prise de conscience sur l'intérêt de la préparation physique au fil des années, parce que voilà, notre travail à nous, le travail des Yamakasi, le travail des fondateurs fait que ça commence enfin à payer. Il faut du renfort où je vais vraiment me mettre en difficulté. J'avais déjà des facilités à casser des sauts, à aller plus vite que les copains qui eux réfléchissaient. Moi, j'y allais d'un coup. Donc ça m'a donné le goût pour ça, en même temps d'être à l'aise et d'aller vite dans cette progression psychologique et mentale. Ça m'a donné le goût pour ça. Moi, j'aime bien les choses qui sont pas gigantesques, mais qui sont à des distances raisonnables, grandes mais quand même raisonnables, mais à des hauteurs très élevées. Si tu veux faire, ok, il n'y a pas d'essai, t'arrives là, tu le fais, tu te prépares et tu le fais. Charles Poujade, c'est maintenant. And if you don't speak French, don't forget to activate the subtitle. Now back to the show. Let's go! Bonjour Charles Poujade, comment ça va? Très bien, et toi, Valentin Dubois? Ça va très bien. Écoute, il y a quelques questions que je veux te poser. Comme tu es une grande inspiration pour moi et tu es aussi un athlète qui a fait beaucoup de choses. Donc, pour résumer un peu, tu t'appelles Charles Poujade, tu as 23 ans. Tu es le vainqueur de Apex International 2018. Tu as fini 6e au classement final de Sports Parkour League. Ouais. Quoi d'autre? Tu es diplômé BPGEPS, tu fais des ultra trails à l'envers pour le fun. Challenge, et tu es aussi coach et gérant d'une salle de parcours et d'art du déplacement à plein temps. Donc magnifique, bravo à toi. Comment tu te présentes, comment tu te définis? Est-ce que tu dis que tu es un athlète? Est-ce que tu dis que tu es un entrepreneur ou un professeur ou un peu des trois? Surtout des deux, entrepreneur et athlète, plus athlète qu'entrepreneur, mais dans l'esprit vraiment athlète, ouais. Voilà, donc je me décris comme ça, athlète français, athlète d'art du déplacement. Je défends les valeurs de l'art du déplacement avec la salle Simiform et on essaye de justement développer au sein de Simiform l'art du déplacement au maximum à Bordeaux. Donc il y a un côté d'entrepreneuriat forcément qui est assez développé, mais l'esprit reste vraiment athlète. Ok, et là on est dans la salle de Simiform ici, magnifique salle dans laquelle tu t'es entraîné, tu as transpiré, tu as saigné. Là sur ces barres-là, tu as dû courir en long, en large, dans tous les sens, bouger les outils, etc. Et c'est vraiment une magnifique salle dans laquelle on est aujourd'hui. Donc je vais te poser surtout des questions en rapport avec l'entraînement, parce que c'est ça qui m'intéresse ici dans ce dialogue, dans cette espèce de podcast interview. Donc la question principale, c'est comment tu t'entraînes. Donc c'est un truc très large. J'ai essayé de le fragmenter en 3 catégories d'entraînement. L'entraînement physique, où ça va être plutôt la préparation. L'entraînement technique, où ça va être vraiment travailler les mouvements de parcours, etc. et puis qui vont amener vers les compétitions. Et l'entraînement mental. Ce que j'entends dans l'entraînement mental, c'est aussi bien des choses difficiles à faire, mais mentalement. C'est-à-dire dans le parcours, dans du déplacement, il y a souvent des sauts qu'on a peur de faire, mais on sait qu'on peut les faire. On connaît la technique, on sait qu'on a la distance, etc. Mais ce que j'appelle mental, c'est les sauts à Callum, il traduit ça très bien, il dit des sauts à haute conséquence par rapport à l'échec. Alors qu'en général, on s'entraîne plutôt dans des conditions où même l'échec, même si on se laisse très peu de place à l'échec, n'aura pas beaucoup de conséquences, mais des choses en hauteur, des descentes. Tu as fait pas mal de descentes vers la fin de l'année, tu as aussi fait des sauts ici qui sont assez gigantesques. Du coup, ça c'est ce que j'appelle mental. Et dans le mental, tu as une deuxième catégorie qui est la préparation mentale. Arriver à une compétition, voilà comment on arrive à une compétition. Donc on va commencer par l'entraînement physique, parce que tu es un des premiers mecs, bon t'es pas le premier non plus, mais un des premiers mecs qui s'est intéressé à l'haltérophilie. Tu es allé faire des compétitions d'haltérophilie très tôt, à la musculation, je regarde mes notes, aux fibres lentes, aux fibres rapides, à comment fonctionne le corps humain d'une règle générale. Du coup, tu t'entraînes beaucoup avec des poids. Ouais. Alors, est-ce que c'est juste pour faire gonfler les muscles et être beau, ou est-ce qu'il y a vraiment un aspect... Il y a plusieurs utilités, ouais. En fait, déjà, cette ouverture d'esprit, ça a été grâce à mon diplôme, mon BPGEPS, ma formation BPGEPS AGFF, qui est activité gynéco de la force et de la forme. Donc, on a plusieurs activités, haltérophilie, force athlétique et culturisme. Et du coup, ça m'a déjà énormément ouvert l'esprit d'un point de vue physiologique, donc la science du corps, comment le corps fonctionne, etc. À tout ce qu'on pouvait gagner en faisant ces activités-là. Et donc effectivement, je ne suis pas du tout un des premiers, hein. C'est juste qu'en France, ce n'est pas très développé comme méthode. Mais quand on voit au Canada principalement ou aux États-Unis, ils utilisent énormément ces méthodes dites avec charge additionnelle pour se préparer physiquement
pour les épreuves de tout type, et d'autant plus que dans notre sport et dans notre aspect explosivité qu'on exploite, on a énormément besoin de ça. Donc effectivement, ça a été une ouverture d'esprit et je commence à développer ça, à m'instruire énormément sur ces techniques d'entraînement-là. Et donc ça a plusieurs buts. Ça a un but de prévention des blessures, parce que ça renforce énormément le corps au niveau des tissus conjonctifs, des ligaments, des tendons, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et il y a aussi la partie performance physique qui va te permettre de sauter plus loin, d'aller plus vite, d'être plus costaud en général, d'amortir mieux les sauts, etc. Donc il y a vraiment plusieurs parties. Et il y a une autre partie aussi d'entraînement avec charge additionnelle que moi je fais, que d'autres ne font pas forcément, ça va être l'hypertrophie. Tout simplement parce que déjà j'aime bien le fait de ne pas être tout mince, tout svelte, etc. J'aime bien sur ma morphologie à moi, je préfère quand je suis un petit peu plus massif et je me sens surtout plus puissant. Et donc il y a un entraînement d'hypertrophie qui est fait, qui est différent de l'entraînement juste de force pure. Donc il y a plusieurs types. Voilà, dans l'entraînement avec charge additionnelle, il y a vraiment une multitude de manières de s'entraîner, différents types d'entraînement. Et c'est ça que je vais essayer d'exploiter et de développer. Ok. N'hésite pas à parler un peu plus fort, comme le truc est un peu loin. Okay. Juste par rapport à ça, parce que dans la pratique du parcours, ou de l'art du enfin, j'ai envie de le dire à chaque fois pour faire plaisir. Mais dis parcours. Dans la pratique du parcours, il y a quand même peu d'athlètes. Enfin, il y a Mitch, que moi j'ai commencé à soulever des poids par rapport à Mitch. Pareil. Toi aussi, c'était ça le premier gars ? C'est une grande inspiration. Le truc, c'est que spécifiquement au parcours et à l'art du déplacement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui liftent et qui font de l'haltéro et de la force athlétique. Si ce n'est Mitch que j'ai vu, il y en a plein d'autres, mais qui sont moins connus en fait. Et Mitch, c'est vrai que c'est lui qui m'a un petit peu ouvert les yeux, ouvert l'esprit en plus de ma formation sur, on va dire, la partie spécifique à l'art du déplacement, l'entraînement vraiment spécifique de la charge additionnelle pour l'art du déplacement et le parcours. C'est ça qui va vraiment être intéressant. C'est pas juste faire de l'haltéro pour faire de l'haltéro, c'est pas juste faire de la force athlétique pour faire de la force athlétique. Il faut qu'il y ait une reconversion des capacités, des compétences physiques travaillées. Il faut qu'il y ait une reconversion sur les compétences techniques et sur notre activité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Super, bah c'est exactement la suite dont je voulais te parler. Donc tu nous as parlé de pourquoi toi tu utilises l'entraînement physique, donc avec des poids, que ce soit donc quand on parle de ce type d'entraînement, on parle de quoi? On parle de squat, on parle de technique. On parle d'une multitude d'exercices. On va parler de fente, on va parler de squat, on va parler de soulevé de terre, des mouvements d'haltérophilie, donc l'arraché, l'épaulé jeté, le snatch, le clean and jerk. On va parler des exercices aussi avec des haltères. Ça va être les exercices similaires mais des variantes avec des haltères. C'est toujours du travail avec charge additionnelle. Mais ce qui est important de préciser, c'est que c'est un entraînement qui va être un entraînement spécifique et pas général. La PPG, la préparation physique générale, elle va être travaillée en amont, elle va être travaillée avant. Et progressivement, on va se tourner vers ce type d'entraînement. Et ce n'est pas forcément un entraînement qui va être adapté à tous. Il faut déjà avoir une bonne mobilité. Ça, je tenais vraiment à le dire. Il faut déjà avoir une bonne mobilité. Il faut déjà avoir un bon schéma corporel, un bon schéma moteur pour savoir bien se placer, pas se faire mal. Parce que la marge d'erreur est beaucoup moins importante que le travail au poids de corps. C'est-à-dire que le travail au poids de corps, on va pouvoir faire plein de répétitions. On ne va pas forcément se blesser si on a un mauvais placement. Ça va arriver sur la longue. Le travail avec charge additionnelle, si on a un mauvais placement, la marge d'erreur est très très fine. Donc il suffit de quelques mouvements pour se blesser. Donc c'est pour ça, ce n'est pas adapté à tout le monde. Il faut y aller vraiment progressivement, il faut être coaché, il faut être encadré. Mais les résultats sont là en tout cas. Quand on a fait une bonne PPG, qu'on a vraiment une bonne préparation physique générale, qu'on a bâti une base solide, on peut se tourner vers du travail plus spécifique et progressivement atteindre le travail avec charge. Donc c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire pour performer encore plus, on va avoir il y a ce beaucoup de travail. points communs avec la nutrition derrière, on va en parler sûrement. Okay. Mais on va en parler, ouais. C'est vraiment en fait, faut déjà travailler sa base pour après optimiser. C'est de l'optimisation, mais tu n'optimises pas quelque chose qui n'est pas déjà bien fondé. Donc c'est vraiment un travail pyramidal. Ok, super. Comment t'expliques le fait que... Alors, encore une fois, on va reparler de Mitch vite fait, mais bon, moi, on a vu les vidéos de Mitch qui sautait super loin, on l'a vu en vrai, on a vu que s'entraîner en physique. Et comment t'expliques aussi, alors peut-être t'as pas vraiment d'explication, peut-être on peut zapper la question, mais comment t'expliques le fait que dans le parcours, peu de gens quand même, ça commence depuis 1 an, 2 ans, les gens commencent de plus en plus à s'entraîner plus physiquement,
Mais comment t'expliques que c'est pas du tout la priorité des gens? Les gens préfèrent vraiment aller sauter et s'amuser plutôt que s'entraîner physiquement. Parce que les gens commencent pas le parcours pour faire du renfort alors certaines oui, mais la plupart des gens commencent le parcours parce qu'ils ont envie de courir, sauter, de grimper, et ils vont s'arrêter là. Alors effectivement, il y a de plus en plus de prise de conscience sur l'intérêt de la préparation physique au fil des années, parce que voilà, notre travail à nous, le travail des Yamakasi, le travail des fondateurs fait que ça commence enfin à payer, il faut du renfort. Le travail comme les athlètes qui sont sérieux, etc., commence à payer. Là, voilà, on commence à voir qu'il y a du résultat. Travail comme Ryan Ford, par exemple, qui prône le travail physique et la performance. Mais ça reste un petit peu limité, et notamment voilà, dans certaines zones géographiques, parce que tout simplement, les gens sont là pour s'amuser la plupart du temps. Ils ne sont pas là pour performer, pour faire des grosses performances. Et ceux qui sont là pour faire des grosses performances, il y en a peu qui vont prendre le temps, qui vont prendre l'énergie d'aller chercher la petite bête, d'aller optimiser leur entraînement au point de travailler la nutrition, de travailler l'entraînement physique dans les petits détails. Donc c'est juste une question d'objectif, de là où on va aller, de aussi, comment dire, de potentiel de base. C'est-à-dire quelqu'un qui aura vraiment un gros potentiel de base, qui aura des facilités, il ira moins chercher le détail, il ira moins il restera plus dans les grandes lignes. Il s'entraînera, il bougera juste, il courra, il sautera, il grimpera, c'est tout. Ok, super. Du coup, voilà, donc ça, je voulais te parler de l'entraînement physique parce que c'est un truc que toi, tu développes beaucoup, mais qu'on voit pas forcément chez d'autres personnes qui sont aussi au parcours haut niveau, entre guillemets. Et du coup, maintenant, on va passer sur l'entraînement technique. Donc, c'est-à-dire, quelle place prend l'entraînement technique dans ton entraînement? Quand je parle d'entraînement technique, je parle de répétition de mouvements, fragmentation de parties de course. À quoi ça ressemble? Par exemple, un élément qui ressort beaucoup quand on te voit bouger, les gens quand ils voient bouger, un truc que les gens remarquent beaucoup, c'est ta planche. Tu vois, donc c'est la planche, alors la planche de Charles, très explosive, très rapide. Comment tu es arrivé à cette planche? Donc ça, ce sera plus la deuxième partie de la question. Mais la première partie, c'est à quelle fréquence tu fais un entraînement technique dans un la entraînement. semaine? Alors déjà, un entraînement purement technique, je ne vais pas en faire beaucoup, je vais en faire 1 à 2 fois grand max par semaine. Par contre, dans mon entraînement physique, j'inclus pas mal de techniques. Donc en fait, c'est des entraînements physiques techniques que je me fais. Il y a toujours un petit peu des deux. Mais des séances vraiment purement techniques, ouais, 1 à 2 fois par semaine. Quand j'entends purement technique, c'est vraiment de la répétition pure et dure, bête et méchante. Ça va être de la mise en application, de la mise en action sur des choses travaillées préalablement. Donc ouais, c'est peut-être aussi une de mes faiblesses, c'est-à-dire que physiquement, je vais être prêt, mais techniquement, je vais avoir toujours des petites erreurs parce que je mets un petit peu moins l'accent dessus. Donc ça, je pense que c'est un de mes axes de travail à développer sur les prochaines années. Ok. Et c'est quoi les trucs techniques que tu travailles beaucoup? Est-ce que, par exemple, tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup travaillé en technique, ça a été courir sur les barres. Et par exemple, j'ai fait très peu de sauts de chat. Et en allant m'entraîner avec Foski, j'ai remarqué que mes sauts de chat, c'était vraiment de la merde. Du coup, j'ai commencé à beaucoup travailler mes sauts de chat. Donc, est-ce que toi, y a des trucs comme ça que tu repères? Carrément. Ça se voit sur les résultats aux compétitions. Généralement, je chute sur des barres. Pourtant, on est bien fourni ici. Hein, ouais, super bien fourni ici. Mais c'est juste que j'ai pas pris le temps de vraiment bosser ça sérieusement. Tout ce qui est stride, courir sur les barres, etc. J'ai une petite base qui me permet de maintenir et d'avoir quand même un niveau correct, mais il y a quand même une petite lacune dessus, c'est-à-dire que quand j'ajoute la vitesse avec les barres, il y a toujours un tic, il y a toujours un problème, soit de précision, soit de concentration. Donc ça va être mon point faible. Après, mon point fort, c'est avec tout ce qui est franchissement pur et dur, tout ce qui est passe-muraille, tout ce qui est franchissement au sol, tout ce qui est changement de direction aussi, j'aime bien. Les sprints, les courses rapides et les sauts de bras, les planches, voilà, tout ce qui est vraiment technique pure, brute, on va dire, ce qui se faisait vraiment à la base, tout ça c'est maîtrisé, c'est contrôlé, c'est acquis. Maintenant, il y a du travail avec barre à faire. Ouais. Et par exemple, aujourd'hui ou dans la semaine, j'en sais rien, tu dis ok, aujourd'hui ça va être technique, qu'est-ce que tu vas bosser? Qu'est-ce que tu vas faire? Combien de temps ça va durer? 2 heures, 3 heures, 1 heure? Ça va durer, les entraînements techniques durent à peu près 1h30.
Je vais faire un gros échauffement à base de proprioception et de changement de direction et de technicité d'appui. Des éducatifs d'athlétisme aussi. Voilà, on s'inspire vraiment de tous les sports, ça c'est super important. Et donc après cet échauffement physique technique fait, je vais partir vraiment sur de la base pure et dure, à base de petits enchaînements composés de 2 ou 3 mouvements. Après les entraînements peuvent être assez variés, hein, donc c'est dur de répondre à cette question, mais je te dis vraiment une base assez récurrente. Ça va être des petits enchaînements de 2-3 mouvements basiques que je vais répéter, et après ça va être des mises en situation assez complexes où je vais vraiment sortir de ma zone de confort, tant au niveau de la vitesse que de la complexité de l'enchaînement et du mouvement. Donc ça va être des runs principalement, des runs assez longs où je vais vraiment me mettre en difficulté. Sur les axes. Donc d'abord, tu as fait un bon échauffement, proprioception, etc. Après, tu isoles certaines techniques et après, tu essaies de mettre ces techniques-là dans des runs assez longs. Ouais, c'est ça à peu près? Exactement. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette super question. Donc l'autre aspect de l'entraînement que j'ai évoqué, c'était l'entraînement mental. Donc c'est le fait de casser des sauts. Ça sert à rien. C'est vrai? Mental, ça sert à rien. Non, mais genre, il est sérieux. Le fait de casser des sauts, donc pas forcément des choses on sait qu'on peut faire, mais parce que, encore une fois, il y a des hautes conséquences au fait de rater, on va avoir peur de les faire. Le combat contre la peur. Donc est-ce que c'est un truc que tu pratiques beaucoup, toi, ou c'est un truc que tu laisses un peu à côté? En fait, j'ai eu des facilités de base sur ça. Dès les premières années d'entraînement, en fait, j'avais déjà des facilités à casser des sauts, à aller plus vite que les copains qui, eux, réfléchissaient. Moi, j'y allais d'un coup. Donc ça m'a donné le goût pour ça, en même temps d'être à l'aise et d'aller vite dans cette progression psychologique et mentale. Ça m'a donné le goût pour ça. Parce que quand on est à l'aise dans quelque chose, généralement, on aime encore plus le faire. Ouais. Donc effectivement, vu que j'aime, je le travaille énormément tout le temps et au final, je progresse encore plus et je deviens encore plus calé sur ça. Donc après, par rapport à des situations ou des vidéos extrêmes sur le net, je me dis, je suis peut-être pas encore à ce niveau-là. Mais c'est en train de venir, c'est-à-dire que le niveau extrême est pas non plus atteint. Je ne pense pas que, je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire. Tu veux dire par rapport à toi ou par rapport au monde en général? Par rapport au monde en général, par exemple, quand on voit les vidéos virales des gars qui lancent des trucs de dingue, etc. J'ai quand même ma conscience de corps qui me dit, ok, est-ce que je devrais... Donc il y a quand même un équilibre. Tu penses à un saut précis quand tu penses à ça? Non, je pense pas. Un truc que tu as vu récemment? Je pense pas à certains sauts précisément, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit un petit peu tout et n'importe quoi sur Internet. Et du coup, il y a aussi une conscience du corps à avoir. Est-ce que c'est utile de le faire ou pas? Et donc, il y a toujours cette barrière-là. Moi, j'aime bien les choses qui ne sont pas gigantesques, mais qui sont à des distances raisonnables, grandes, mais quand même raisonnables, mais à des hauteurs très élevées. Comme on peut, je cite Storor, comme on peut voir Storor en fait, c'est exactement le style de pratique que j'aime pratiquer, que j'aime faire. Ici à Bordeaux, on n'est pas très gâté au niveau des toits, donc malheureusement c'est pas le bon endroit pour faire ça. Par contre, c'est vraiment une pratique que j'adore faire. Donc effectivement, c'est une grande place dans mon entraînement. Alors ici, je l'exploite comme je peux le faire, hein. C'est-à-dire me mettre en difficulté, sortir énormément de ma zone de confort. Je vois un saut, je dois pas le tester. Voilà, ça c'est un de mes entraînements. Je vois un saut, faut pas que je regarde, faut pas que je compte les pas, faut pas que... Mais il est super mental, le truc, il est, c'est ta hantise, quoi. Tu vas le voir, tu te mets devant, tu fais ok, j'ai pas d'essai, faut que je le fasse. Tu peux attendre le temps que tu veux, mais t'as pas le droit de te donner des essais, quoi. Tu dois le faire, c'est comme si t'es en hauteur, tu peux pas descendre de l'immeuble. Tu veux dire que tu fais des sauts en bas, mais tu prétends que tu es en hauteur. Okay. Ouais, parce que je pratique de plus en plus en intérieur, parce que c'est vraiment un outil d'entraînement formidable. Et l'été, c'est surtout l'été où je suis en extérieur. Et du coup, pour préparer ces mises en situation-là de haute conséquence, comme on peut le dire, en hauteur, avec beaucoup de vide et beaucoup de conséquences, je vais pouvoir quand même me préparer spécifiquement à Simiform. Je vais quand même pouvoir me préparer avec des méthodologies qui sont, comme je te dis, tu te mets devant un saut que tu n'as jamais fait et tu vas mettre dans une configuration hyper complexe. Tu vas faire, ok, il n'y a pas d'essai. Tu arrives, tu calcules même pas, tu comptes pas les pas, tu le fais, tu te prépares et tu le fais. Ok, super.
Du coup, donc ça c'est une partie de l'entraînement mental dont je voulais que tu parles. Est-ce que le fait de cet entraînement mental, de cassage de saut, etc., ça t'aide dans les compétitions speedrunning ou pas du tout? Speedrunning c'est très facile, c'est que des petits sauts. Ça t'aide énormément parce que de plus en plus, les compétitions de speedrunning mettent des grands sauts et mettent des configurations assez complexes. Et il y a un instinct qu'il faut travailler, qui est très très important, qui est l'instinct de rattrape, qui est l'instinct de pouvoir calculer une distance, calculer un axe instantanément, sans même l'avoir vu préalablement ou quoi. Donc voilà, c'est ces compétences-là qu'il faut travailler, qui sont très très importantes dans le speedrun, dans les compétitions. Il faut savoir, il faut avoir un mental très réactif. Ok, et du coup, l'autre question qui suit le mental aussi, qui est moins dans l'aspect cassage de saut, peur, etc., c'est plus l'aspect comment tu arrives à une compétition. Alors, est-ce que tu arrives déterminé, tu te dis je vais gagner, je suis meilleur que tout le monde, c'est moi le best, c'est sûr que je gagne? Est-ce que tu arrives plus relax? Parce qu'on a vu beaucoup d'athlètes qui, par exemple, je pense à Conor McGregor, qui lui parlait ouvertement du fait qu'il allait gagner avant son combat. My mind is absolutely bulletproof, solid as a rock. I am number one. D'autres athlètes comme Usain Bolt qui arrivaient très arrogants, etc. Ou au contraire, des gens beaucoup plus humbles comme Kohei Uchimura qui a dominé la gymnastique pendant 6 à 7 ans, il me semble, et qui arrivait en disant « moi je veux juste faire de la belle gymnastique », etc., etc. Donc toi, c'est quoi la démarche que tu abordes par rapport à tout ça? Ça, comme tu dis, voilà, c'est vraiment de l'individualisation, ça Exact. dépend énormément des personnes, c'est de la psychologie, il y a des mecs qui font des études pour ça, c'est vraiment un métier à part entière, la psychologie du sport. Donc ça, voilà, je tenais à le préciser, c'est vraiment, moi de mon petit niveau, je suis encore en train d'exploiter, de me trouver, de me chercher, pour me trouver justement, de me chercher pour me trouver. À chaque compétition, j'essaie des petits, voilà, j'essaie des choses différentes. Je suis pas encore calé sur ça. J'essaye plusieurs choses différentes. J'essaye d'arriver calme, j'essaie d'arriver énervé avec des musiques de Spartiate dans la tête. Voilà, j'essaye plusieurs choses. Arriver énervé, ça avait bien marché à Apex, c'est ça que j'avais fait. J'étais sur le moment de la compétition, je me suis fait un calme plat. Juste avant de passer, j'étais super calme. Mais juste les 2 heures avant, j'avais de la musique de Spartiate dans les oreilles. Je partais à la guerre, quoi. Donc voilà, ça avait bien marché. Et j'ai fait la même chose à NAPC, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a encore des facteurs que je ne perçois pas. C'est vraiment une discipline à part entière, la psychologie du sport. C'est très intéressant à étudier. Et effectivement, on peut s'inspirer de personnalités, mais il faut vraiment trouver sa méthode à soi. Et ça, je pense que ça prend énormément de temps. Et c'est ce qui peut te permettre d'avoir un des plus gros gains aussi sur les compétitions, c'est de maîtriser ce facteur-là. Et ça demande de l'expérience et du temps. Tu veux dire de maîtriser son propre mental, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ok, et donc dans le parcours, les compétitions, c'est... alors ça, on en parlera après plutôt. Très bien, parfait. Donc l'autre question maintenant que tu nous as un peu expliqué ton entraînement, à quoi ça ressemblait, la question générale, donc essaie d'y répondre assez grossièrement, c'est-à-dire comment ton entraînement se fragmente dans l'année, tu vois, donc on commence à avoir une période compétitive, ça arrive vers mai, juin, juillet, août avec Hop the Block, les premiers NAPC, etc. Donc comment se cale ton entraînement? Est-ce que toi tu t'entraînes pareil toute l'année et puis tu t'en fous? Et aussi après plus spécifiquement, comment dans la semaine se divise ton entraînement? Est-ce que tu prends des jours de repos? Est-ce que toi tu t'en fous, tu t'entraînes tous les jours, pas de jours de repos, let's go? C'est très intéressant comme question parce que moi je suis adepte de la méthode de Sébastien Foucan qui joue sur les saisons. Il joue énormément sur les saisons parce qu'effectivement on a une horloge biologique et on perçoit pas la même chose, notre corps répond pas de la même manière en été qu'en hiver. Et donc je joue énormément avec ça. Donc effectivement, je cycle dans mon année. Les périodes de compétition sont approximativement à partir de mars, de mai, voilà, avril, mai. Je vais avoir vraiment un hiver qui va être très dur physiquement, techniquement assez faible. Et de manière à me préparer, de me faire une base solide de PPG et de spécifique. Et plus avancé, plus je vais tomber dans du spécifique speedrunning en fait. Pour arriver à janvier, février, mars, à vraiment du spécifique physique et beaucoup plus intégré au fur et à mesure de technique. Donc le niveau d'entraînement, le volume d'entraînement physique va un petit peu diminuer et le volume d'entraînement technique va augmenter. Okay. Jusqu'à vraiment faire du spécifique comme dans les compétitions 2-3 semaines avant. Genre 2-3 semaines avant tes compés, ça ressemble à quoi ton entraînement? À des compétitions. donc chaque entraînement, plusieurs fois par semaine, tu faisais comme si tu faisais une compétition?
C'était assez similaire. C'était pas des compétitions, mais c'était assez similaire. C'était vraiment de la mise en situation 2 fois par semaine. Ok. Donc 2 fois par semaine, tu prenais un parcours, tu le répétais Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, C'est 10 ça. fois jusqu'à le faire le mieux possible, que ce soit le plus fluide Et possible. puis pas de te mettre en condition, c'est-à-dire de ne pas te permettre de répéter trop l'enchaînement. C'est-à-dire qu'en compétition, on a 30 minutes pour répéter l'enchaînement. Ouais, et puis des fois, Il y a quand tu beaucoup fais de les monde qualifs, dessus. t'as 5 minutes. Voilà, ça aussi, c'est un gros on retourne sur le côté instinctif, vraiment. Être fort, mais sans répéter, en fait. Juste instinctivement être fort. Ok. Ça, c'est Et- super important. Et Et semaine, du coup, dans ouais, la semaine dans la semaine. La constitution hebdomadaire, du coup, c'est assez fixe pour moi en fait. Toute l'année, c'est assez fixe. Je me prends 1 ou 2 jours de repos par semaine. C'est pas vraiment des jours de repos complets parce que je fais de l'apnée, beaucoup d'apnée. Donc ça fatigue un petit peu le mental. Mais ça reste quand même du repos, on va dire, physique. Il n'y a pas de micro-traumatisme, donc ça c'est super important. Dans l'apnée, tu veux dire? Ouais, dans C'est quoi un l'apnée. micro-traumatisme? Micro-traumatisme, c'est tout ce qui est percussion qui se répercute avec une onde de choc sur ton corps et qui va créer des micro-traumatismes sur tes muscles, sur tes ligaments, sur tes os. Et donc ça, c'est super important de se protéger sur ça, donc de faire relativement, voilà, de se faire 1 ou 2 jours de repos Sans micro-traumatisme. micro-traumatisme par semaine, de manière à récupérer de ces quand même gros micro-traumatismes. C'est même pas des micro-traumatismes. Dans le parcours, des fois, on a vraiment des traumatismes. Traumatisme tout court. Donc, donc ouais, c'est vraiment important de se reposer. Ça fait partie de l'entraînement. La phase de surcompensation, donc le gain de tout l'entraînement qu'on a fait, le gain qu'on va avoir, c'est pendant le repos qui se construit et qu'on l'acquiert. Donc ça fait partie de l'entraînement. Si on se repose pas, on progresse pas. Et C'est juste une histoire de dosage. Et plus on est habitué à un volume d'entraînement, moins on va pouvoir plus on va pouvoir s'entraîner et on va prendre de moins en moins de repos. Et ces 2 jours de repos, tu les prends d'affilée? C'est-à-dire 2 jours d'affilée? Non, je les prends. Alors en fait, clairement, comment ça se constitue ma semaine? Je m'entraîne lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je fais de l'apnée, donc je me repose au niveau des micro-traumatismes. Et vendredi, samedi, je me réentraîne, que ce soit physique ou ADD. Et ensuite, le dimanche, je me repose soit repos complet, soit apnée. Ok. Et tes sessions, est-ce que, parce qu'il y a des athlètes par exemple en gymnastique, eux, ils s'entraînent 2 fois par jour, en haltéro aussi. Est-ce que c'est un truc que tu fais aussi dans Je le le parcours? faisais avant, mais effectivement, comme on repasse sur ma partie entrepreneur avec la salle, avec la gestion, voilà, on est plusieurs, mais ça demande quand même un petit bien peu de sûr, travail. Donc j'ai du coaching à côté, donc c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé et je peux plus m'entraîner 2 fois par jour. Ok, Donc, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça. Donc j'essaye vraiment de me concentrer pour m'entraîner vraiment intelligemment, de vraiment structurer le truc, de réfléchir l'entraînement pour pouvoir optimiser ce temps. J'ai 1h30, 2 heures par jour d'entraînement. Et j'essaye vraiment d'optimiser vraiment cet entraînement-là. Moi aussi, je tapais dans les mains. C'est pour synchroniser le son. Ah oui. Ok, donc ça c'est super. Ok, super. Et il y a un truc que les gens savent pas, donc après si tu veux pas en parler, t'es pas obligé. Ils doivent gagner les compétitions, ils doivent faire des trucs de ouf, mais les gens Ils savent savent pas que je m'entraîne pas. Non, ils Non, savent, je m'entraîne beaucoup. ils savent pas que t'as le dos cassé en fait, que Ah t'as pas le Alors, dos cassé, j'ai mais pas le t'as dos t'as une cassé, blessure mais au j'ai dos, un quoi. problème au dos, ouais, effectivement. Et ça, c'est très dur à gérer. Ça s'appelle une spondylolisthésis, c'est dur à prononcer. En fait, c'est un glissement de vertèbre de L5, donc qui est la dernière vertèbre lombaire, sur le sacrum. C'est un léger décalage de quelques millimètres. Et en fait, j'ai eu cette blessure à 11 ans. C'est une fracture de fatigue. Ça a été diagnostiqué. C'est dur à dire. Diagnostiqué. Avec une IRM. Et donc c'est assez embêtant parce que c'est dégénératif. Donc en fait ça peut se stabiliser mais ça ne peut pas guérir. Ça peut empirer ou ça peut se stabiliser au mieux. Donc c'est vraiment tout un travail. Voilà, j'ai fait un IRM de contrôle il y a à peu près 6 mois. Ça faisait 5 ans que voilà, qui séparaient les 2 IRM et il y a une stagnation. Donc c'est positif. Il y a une stabilité. Et ça a été très dur à gérer avec l'entraînement avec charge additionnelle, donc tout ce qui est haltéro, force athlétique, etc. Parce que le moindre petit problème de placement ou de gainage, ça te fout en l'air, quoi.
Donc ça régit mon entraînement en fait, ce problème de dos. Ça régit mon entraînement parce que si je le foire, si je fais n'importe quoi, je peux me retrouver voilà, avec, complètement paralysé à 50 piges quoi. Il y a beaucoup de gymnastes, il y a beaucoup de skieurs, il y a beaucoup de tout ce qui est activité traumatique. Il y a beaucoup de ce problème-là, de cette blessure-là dans les sports. Mais les gens, voilà, ils ont un mal de dos, ils ne se font pas diagnostiquer. S'ils ne passent pas d'IRM, ils ne se font pas diagnostiquer la spondylo. Donc il y a pas mal de personnes qui l'ont sans le savoir. 20% des sportifs de sport traumatique... T'as mal au dos. Ouais, il y a 20% apparemment des sportifs des sports traumatiques qui ont une spondylolisthésis de grade 1. Voilà. Mais toi, ça t'a pas empêché de continuer de progresser. Donc là, tu as 23 ans, tu me dis que t'es arrivé, tu avais 11 ans. Donc, ouais, 11 ans. Et en fait, à 14 ans, j'étais complètement paralysé après des sauts pliométriques que je faisais mal parce qu'il y a eu toute une reconversion technique parce que je faisais vraiment dans de les la toilettes, merde. c'est ça. Ouais, c'est ça, j'étais paralysé dans les toilettes. Du coup, quand tu te torches, tu cambres un peu. Et là, ça m'a pincé le nerf et j'étais complètement paralysé. Et ça faisait super peur parce que du coup, c'était à 14 ans. Je suis allé faire une IRM. Le chirurgien, il m'a dit soit tu arrêtes le sport et tu peux continuer comme ça, soit tu dois arrêter le sport. Il m'a clairement pas laissé le choix. Il m'a dit tu dois arrêter le sport, c'est fini pour toi. Sauf qu'ils disent de la merde, c'est protocolaire. Ils sont tous pareils. C'est très protocolaire, ils prennent pas de risques. Donc j'ai fait énormément de recherches, c'est de là que j'ai fait un BP AGFF qui m'a appris à comprendre le problème, c'est souvent comme ça. Et après toute une reconversion technique et physique à non plus finir, donc des recherches énormément sur la posture, le gainage, le maintien, quel muscle renforcer, etc. Donc maintenant j'apprends à vivre avec, je suis énormément à l'écoute de mon corps, c'est-à-dire qu'avant je ressentais des petites gênes, je continuais, je m'entraînais un petit peu. Maintenant c'est safe. Ok. Ouais, c'est vraiment inspirant, mec, que tu aies su, malgré ça, continuer à persévérer, à rechercher ta blessure, etc. C'est un travail que vont pas faire les gens. Ils vont dire, oh, je suis blessé, tant pis, c'est comme ça. Quand t'es passionné, tu le fais, tu le fais même sans le vouloir, en fait. Tu le fais juste parce que tu t'aimes ça et puis t'es obligé, en fait, de devoir continuer ta passion. Donc, t'es obligé de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Donc ouais. Ah ouais, bravo, super mec. Et dans un sujet qui ressemble un peu, donc par rapport, on a parlé de l'entraînement dur, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect, donc tu en as parlé avec l'idée du repos. Et puis là, on va parler un peu de la nutrition. Donc c'est un débat très complexe qui est extrêmement individuel, on le sait. Les gens font des métiers pour ça. Les gens font des métiers pour ça. On ne recommande pas que ce qu'on va dire ici, c'est le gospel, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est des choses, des bonnes bases que Charles a cherché. Donc juste la question c'est alors qu'est-ce que tu manges, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu suis un diète spécifique genre paléo ou quoi, est-ce qu'il y a des choses que tu évites vraiment, c'est quoi ton approche à la nutrition, est-ce que tu manges juste après, juste avant, pendant? Je mange de la nourriture déjà saine et équilibrée. Donc saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'évites tout ce qui est sucre rapide, t'évites tout ce qui est gras saturé justement. T'évites toutes ces choses-là qui vont être dans l'alimentation fast-food de nos jours ou de l'alimentation toute prête, le sel énormément salé, la nourriture trop gras, trop sucré. Voilà. Déjà, manger sainement, c'est ça. Manger équilibré, après, c'est un autre concept. C'est essayer de gérer ses macronutriments. Donc, on sait qu'on a les lipides, les glucides et les protéines. Essayer de gérer son équilibre autour de ce ratio de proportion autour de tous ces macronutriments pour gérer la demande du corps tout simplement. Donc un mec qui va être totalement sédentaire va pas avoir les mêmes besoins qu'un sportif, et même dans le domaine du sport, un mec qui va faire je sais pas, ça va être du golf, va pas avoir du tout les mêmes besoins qu'un sprinter, ou un mec qui fait de l'ultra trail et de l'endurance va pas avoir les mêmes besoins qu'un sprinter aussi. C'est vraiment, voilà, c'est déjà une recherche sur les besoins de l'activité, et après une recherche sur la nutrition, sur comment être équilibré, comment manger équilibré et sainement. Ok, et du coup, toi par rapport à ta pratique, Moi par rapport à ma pratique, qu'est-ce que je mange? Je mange, j'allais parler en chiffres beaucoup trop précisément, genre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et tout. Mais en fait, il y a des ratios qu'il ne faut pas dépasser au niveau des protéines, par exemple, auquel cas, voilà, quand tu dépasses ces ratios-là, ton corps va rejeter, tu vas plus pisser, tu vas chier mou, etc. Donc c'est pas intéressant de manger trop de protéines. Mais je vais te dire, c'est pas intéressant de chier mou. C'est pas intéressant non plus.
Donc voilà, il y a une limite à pas dépasser, c'est cet équilibre à trouver. Donc en fait, moi je vais manger, je peux te dire des repas types pour que tu aies du concret par exemple. Moi je me prépare pour l'organisation, pour que ce soit plus simple, je me prépare tous mes repas à l'avance. Je vais prévoir 3 ou 4 jours de repas d'une traite. Je vais passer 2 heures dans la cuisine, je vais faire mes 3 ou 4 jours de repas et je vais faire ça 2 fois dans la semaine. Du coup c'est très pratique comme ça, je vais jamais manger de la merde en fait, j'ai mes repas qui sont prêts. Et quand je mange de la merde, c'est vraiment que je le veux et que je vais faire l'effort. Je me dis, ok, cheat meal, c'est parti. Et donc un repas type, ça va être, donc ça arrive quand même. Ouais, ça arrive bien. Mais il faut, c'est important, faut se faire plaisir. Et donc un repas type, ça va être par exemple des pâtes avec de la farine de sarrasin, qui est meilleure que des creusets, qui est meilleure que la farine de blé. Ça va être par exemple une source de légumes, donc ça peut être des poivrons, ça peut être des brocolis, ça peut être des champignons de Paris, n'importe quoi, des haricots verts. Et après une source de protéines. Donc il y a toujours une source de féculents, de protéines et de légumes. Et c'est cet équilibre qui va me permettre justement de gérer au mieux toute cette assimilation et pouvoir profiter au maximum. Parce que si tu mets des glucides et des protéines et que tu oublies les légumes, tu vas pas avoir la même assimilation en fait. Tu vas pas avoir tous les mêmes minéraux, oligo-éléments, etc. Tu vas pas avoir tous les éléments qu'il te faut pour assimiler ta nourriture. Donc c'est pour ça que les légumes c'est important aussi. Alors c'est quoi le problème avec le fait de manger des processed food? Parce que tu vois, genre, il y a des gens qui mangent des pizzas, ils vont s'entraîner, pas de problème. Ouais, bien sûr. Bah, c'est pas de problème sur le coup. Après, tu payes la note sur les années à venir, sur le moyen ou le long terme. Généralement, ça dépend des morphologies. Un ectomorphe, c'est quelqu'un qui prend pas du tout de poids, qui a du mal à prendre du poids. Il va pouvoir se permettre de manger du processed food, du fast food tout le temps. Il dit ouais, mais moi je grossis pas, s'il n'y a pas aucun problème. Mais ce qu'on voit pas, c'est les circuits dans le sang, c'est les circuits cachés, quoi. C'est le système sanguin, système circulatoire. Tu accumules du cholestérol, tu accumules du gras, tu accumules du sucre et tout ça, tes organes, ils travaillent énormément, tu les épuises. C'est un travail qui se paye sur le long terme par des cancers ou des AVC ou des problèmes circulatoires, des problèmes même un petit peu moins graves, mais tu le payes forcément un jour. Donc c'est pour ça que, voilà, suivant les morphologies, il y a certaines personnes qui pensent ils s'en foutent. Mais ouais, tu le payes toujours. Donc c'est ça le problème avec les processed food. Et puis c'est de la mauvaise qualité tout simplement. Puis après tu as aussi le problème de micronutriments. Voilà, il y a des manques en magnésium, voilà, zinc, c'est ça. C'est etc. des aliments qui sont dits comme vides dans le sens où c'est calories vides, j'ai entendu ça. C'est calories vides, c'est un peu compliqué comme concept, mais c'est pas calories vides, ça n'existe pas. C'est plus la qualité du macronutriment, que ce soit la lipide, le protéine ou le glucide. Il va pas être constitué de la même manière qu'un aliment sain et équilibré fait de bonne façon, et du coup ton corps va le rejeter, il va pas le prendre, et c'est pour ça que c'est considéré comme calories vides, ça va pas t'apporter d'énergie en fait. Donc c'est ça le problème c'est de la nourriture, ça fait du bien, mais c'est pas utile pour l'entraînement. Ok, super, merci beaucoup mec. Encore une fois, on répète que ça veut pas dire que c'est exactement ce qu'il faut manger comme Charles, mais ça peut être un bon endroit où commencer pour ceux qui se posent des questions. Parce que comme tu dis, c'est des choses qui se payent sur le long terme. Bien sûr, quand tu as 16 ans, et encore, il y a des gens qui ont 16 ans, qui ont un certain problème lié à l'obésité, à l'insuline, qui vont prendre beaucoup de poids et avoir des problèmes de santé. D'autres, ils s'en foutent, donc c'est très individuel. C'est un des points les plus importants de l'interview, c'est l'individualisation. Effectivement, que ce soit au niveau de l'entraînement ou que ce soit au niveau de la nutrition, on peut s'inspirer, mais pas reproduire bêtement. Voilà, tester sur soi-même, ça prend des années, il faut tester plusieurs choses. Ma nutrition te correspondra pas forcément à toi, qui correspondra peut-être plus à un régime paléo, j'en sais rien. Et moi, ça me correspondra pas du tout. On n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes morphologies. C'est pour ça que c'est de l'individualisation. Il n'y a pas de programme miracle, que ce soit physique ou nutrition. Super mec, merci beaucoup. Tu fais beaucoup d'acné depuis 1 an. Tu fais beaucoup d'apnée depuis 1 an. Alors, je sais pas si ça fait plus d'1 an, mais juste ce que tu peux nous en parler vite fait. Je sais que tu aimes beaucoup ça. Je te vois faire des exercices de respiration. Je sais qu'Ido Portal parlait beaucoup de respiration aussi. Voilà. Comment ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu fais juste ça pour le fun? En fait, c'est quelque chose déjà qui, avant que ça m'aide, c'est quelque chose qui m'attire depuis tout petit. J'en fais toujours l'été. Là, je m'y suis mis sérieusement, effectivement, il y a 1 an, en club, etc. Et ça m'apporte énormément. Sinon, je le ferais pas. Ça me procure déjà du plaisir. Ça, c'est cool parce que tu te sens à l'aise dans le milieu sous-marin. Tu n'as pas envie de respirer, tu peux explorer. Donc ça, c'est la première raison. Je le fais pour ça. Avant de le faire pour l'ADD ou le parcours, je le fais vraiment pour pouvoir explorer les fonds sous-marins. Mais après, ça m'apporte également, effectivement, sur la plus grosse base du corps humain, qui est la respiration.
enfin, la plus grosse base, avec les appuis. Voilà, il y a les appuis, la respiration. C'est vraiment, les deux compétences principales. Et la respiration, ça régit, voilà, il y a des études qu'on pouvait scientifiquement il n'y a pas longtemps que tu pouvais gérer ton système immunitaire, réguler ton système immunitaire avec la respiration. Donc il y a beaucoup d'impact autour de ça. Et pour les compétitions, il y a un énorme impact au niveau de la récupération, au niveau de la concentration. Au niveau du stress peut-être aussi. Du stress, tout ça. Donc voilà, c'est super intéressant et ça m'aide énormément. Ok. Et alors, en rapport avec cette question de gérer le stress à la compétition, comment t'expliques que tu as aussi bien performé cette année? Alors, hop de bloc, on répète, j'ai pas dit en intro, mais tu as fini 3e, tu aurais dû finir 1er. Hein? Non, dis là, tu sais, on a voulu, Taven, il m'a envoyé un message, il m'a dit tu dis de la merde sur moi et tout. Mais au final, j'ai discuté avec lui, il m'a pas dit. Non, bref. Il était je pense que ça l'a un peu blessé, mais au final, je lui ai dit c'était pas du tout pour me foutre de toi. Enfin bref. Okay. Voilà, t'as fini 3e, t'étais dans les top 3 de tous les cas. Tu finis 1er d'Apex, tu rates un run à NAPC qui a fait que t'as pas fini dans le podium, mais t'aurais sûrement fini sur le podium si t'avais pas raté. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que t'as aussi bien... La préparation, puis ça fait quand même 10 ans que je m'entraîne, donc c'est l'aboutissement quelque part. Enfin, c'est l'aboutissement, ça commence à mener quelque part. Voilà, premièrement, ça fait longtemps que je m'entraîne dans un but, et puis sur un objectif concret comme du speedrunning, une compétition de speedrunning, ça fait déjà 3-4 ans que je m'entraîne sur ça. Donc ça fait quand même... oui, parce que tu avais fait le Extreme Gravity à Cergy, c'est ça? Ouais, à Cergy. Et donc c'est à partir de là où je me suis entraîné spécifiquement là-dessus, et vraiment spécifiquement depuis 2-3 ans. Et c'est juste le fruit du travail, du travail de recherche permanent, des sacrifices au niveau de la nutrition, au niveau de... il y a beaucoup de travail à côté, beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion. Et quand tu travailles dur, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc j'estime que c'est grâce au travail que je fais. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, c'est sûr et certain. Non, t'es bon naturellement, t'as du talent, mais tu travailles fucking dur. Moi, j'ai vu... vivre ici pendant un mois, tous les voyages que je fais ici, à chaque fois. Il y a ça aussi, voilà, j'ai omis de le mettre, mais comment ça se fait que j'ai performé énormément? Ce qu'il y a derrière aussi, ça aide. Ouais, c'était ce qui manquait sur les compétitions de 2016 à Apex. J'avais fait Apex International et j'étais pas prêt du tout parce que j'avais pas de structure comme eux ils ont. C'est des compétitions qui sont assez spécifiques sur les parcours parcs. Et il faut des barres, il faut des trucs. Et je me suis pas préparé spécifiquement parce que je savais pas vraiment les spots avec les bars, etc. dans Bordeaux. C'est-à-dire quelle différence on va avoir avec le fait de s'entraîner dans la rue et le fait de s'entraîner dans une salle? C'est-à-dire que dans une salle, généralement, dans la plupart des salles, tu as énormément de bars. Et donc les compétitions reprennent cette architecture et utilisent énormément les bars. Donc quand tu t'entraînes que dans la rue, tu es un petit peu moins à l'aise sur les bars que ceux qui s'entraînent tout le temps en salle. T'as les barres, t'as passé dans les petits trous, t'as les changements de direction presque à 180 degrés des fois. Ça, tu peux le travailler dans la rue. Mais c'est vrai que c'est vraiment le travail spécifique des barres. Courir sur les barres, il faut trouver le bon spot pour faire ça. Donc, ça aide un peu. Yes, ouais, c'est sûr. T'entraîner par tous les temps comme tu veux, déplacer tes modules. Ça aide beaucoup, le fait de pouvoir s'entraîner vraiment. Là, il a plu toute la semaine, c'est-à-dire que si on n'avait pas de salle, on serait chez nous, peut-être on aurait sauté sur des murs qui glissent. Ouais, voilà, on serait entraîné, mais des guerriers. On serait entraîné, mais on serait entraîné psychologiquement, quoi. C'est important, c'est très important, mais c'est pas forcément ce qui manque. Yes, ok, super. Donc maintenant, une question un peu plus spirituelle. Comme tu le sais, le parcours et l'art du déplacement, ce sont des disciplines qui ont été pensées comme un outil de développement personnel, comme un outil pour rendre l'être humain meilleur, d'être plus respectueux, plus généreux, d'être dans le partage. C'est des choses qui ont été vraiment véhiculées par les Yamakasi, les fondateurs de l'art du déplacement, aussi par David Bell d'une certaine manière, vraiment avec cet aspect de le parcours, c'est vraiment un endroit où on laisse son ego de côté, où on est là pour s'entraîner, que ce soit pour soi ou ensemble. Et en fait, donc bien sûr, le parcours a explosé ces 10 dernières années avec l'avènement d'événements, des compétitions, des marques de parcours, etc. Donc les compétitions se sont développées parce que forcément ça crée un engouement de la part du public général, parce qu'il y a toujours cette idée où il faut trouver c'est qui le meilleur, qui a gagné. C'est un truc très entertaining que les Romains utilisaient beaucoup à l'époque. Donc ma question à toi, du coup, c'est par définition, la compétition, elle se présente comme un affrontement entre plusieurs personnes à un temps donné,
et avec une sorte de classement final pour définir un meilleur et un moins bon. Du coup, ça semble aller à l'encontre de l'esprit originel. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, l'esprit originel de la pratique. Si tant est qu'il y a une chose qui existe qui s'appelle l'esprit originel, ça va un peu à l'encontre de ça. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que ça détruit l'esprit, les compétitions, ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même des choses positives qui en ressortent? Et aussi, toi, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, tu vois? C'est effectivement, elles sont bien mes questions. À première vue, elle est très, très bien. Très très bien. En plus, tu l'amènes très bien. À première vue, effectivement, ça va un peu à l'encontre de l'esprit originel, comme tu dis, s'il y en a un. Et il y en a un, effectivement, ça va un petit peu à l'encontre de ça. Et ça dépend énormément des personnes qui organisent les compétitions, en fait, parce que il y a de très très bonnes compétitions avec un très bon esprit de partage, d'entraide et de fair play. Et il y a des compétitions où ça, tu le retrouves pas vraiment et il y a plus du négatif qui en ressort. Donc ça dépend vraiment de l'organisation, de ce qu'il y a au bout, de ce qu'il y a après. C'est-à-dire les compétitions amateurs où il y a moins d'enjeux, il y aura toujours une meilleure ambiance que les compétitions où tu auras un cash prize de 10 000 €. Donc ça dépend de ça, ça dépend de la professionnalisation du sport, ça dépend du niveau de la compétition. Et ça dépend surtout des organisateurs. Voilà. Donc il peut y avoir beaucoup de bien, de développement dans le bon sens, dans le côté positif de l'image du sport, comme ça peut totalement tout ruiner. Et c'est ça qui est dur à gérer, il faut mettre les bonnes personnes derrière sur les organisations de compétition, des personnes de valeur, des personnes qui connaissent, qui sont pratiquantes. Voilà. Et moi, qu'est-ce qui m'a attiré? Ouais, toi, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui m'a attiré? J'ai toujours été compétiteur. C'est-à-dire j'ai toujours, en fait, dans tous les sports. De quoi? Parce qu'on peut parler aussi du padré, de Franck. Ouais, carrément, mais c'est lui, en fait, c'est grâce à mon père, clairement, qui m'a mis au sport, hein, dès le plus jeune âge, dès que je savais marcher. Et c'est lui qui m'a intégré cet esprit de compétition, qui n'est pas forcément négatif, hein, qui te permet de te pousser toujours plus loin. Donc voilà, chacun a sa raison pour aller toujours plus loin. Moi, cette raison-là, c'est mon père qui me l'a intégré, c'est l'esprit de compétition, c'est toujours vouloir compétition avec moi-même premièrement et avec les autres dans un second temps, mais c'est vraiment en second temps, mais avec moi-même, c'est toujours être meilleur. Voilà, demain, je serai meilleur que moi aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'esprit de compétition avec soi-même, essayer de se surpasser tout le temps de permanence, de jour en jour, et de faire mieux en permanence. C'est l'esprit perfectionniste. Battre quelqu'un, pour toi, c'est moins important que de savoir que tu as progressé. Clairement, clairement. C'est vraiment, je préfère beaucoup plus me comparer à moi-même qu'avec les autres. Enfin, de toute façon, c'est la base, c'est dur à faire. T'as l'ego qui rentre en jeu. T'as des périodes où c'est facile pour toi de le faire parce que t'es bien, t'es heureux, etc. Et t'as des périodes où t'es obligé de te comparer aux autres parce que t'es un peu plus... t'es dans une période de vie où t'es un peu plus instable ou en train de te chercher, etc. Et c'est ça qui est dur à faire. T'as toujours, voilà, des variations d'humeur, des fois tu le fais pour les autres, des fois tu le fais pour toi. Donc voilà, c'est se réguler, c'est être stable au bout du compte, et c'est ça qui est dur à faire. Ok. Autre chose par rapport à ça? Ouais, par rapport à ça, ouais, c'est la plus grosse base, c'est voilà, se prouver à soi-même plutôt qu'aux autres, toujours se comparer à soi-même. Voilà. Essayer voir son point de départ et voir son point d'arrivée, ou là où on en est actuellement. Donc ton père petit, il t'a fait faire des sports, il t'a fait faire quoi comme ça? Ouais, il m'a fait faire des sports compétitifs, le judo. Ça, c'était le tout premier, après de la boxe française, après de l'athlétisme. Donc tu casses des bouches, je savais pas ça que tu fais de la boxe. Ouais, n'agresse pas. Ouais, non, bon, alors là... Ouais, non, j'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait 2 ans, mais ça m'a donné déjà des bonnes bases. Bien sûr. Et du coup, j'ai fait aussi 2 ans d'athlétisme. Et c'est tout. Après, c'est les sports que j'ai fait, ouais, athlétisme et énormément de foot, en fait. Un football. Donc là, l'esprit de compétition. Là, je le dis pas souvent parce que bon, c'est. C'est très bon pour les changements de direction. Ouais, c'est très très bon. Les sprints et tout. Mais j'ai fait 5 ans de foot en fait, et j'en faisais énormément. Ouais. T'aurais pu être dans l'équipe de France. Là, l'esprit était vraiment merdique. C'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire, il y avait de l'agressivité. Il y avait aucune. C'est un sport d'équipe qui est solitaire en fait. T'as aucun esprit. Alors ça dépend des équipes, j'imagine et j'espère. Hein. Mais moi, dans mon équipe, il y avait aucune. Et j'ai fait plusieurs équipes. C'était toujours la même chose. Il n'y avait pas d'esprit d'équipe. Il n'y avait pas d'entraide. Il y avait du rabaissement permanence. Là, c'est de la compétition par rapport aux autres, mais au sein même de l'équipe, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football? Ouais, je pense que c'est vraiment l'influence des plus grandes, l'influence des
champions, l'influence des professionnels en fait sur les petits. Et c'est un sport à la mode, c'est le sport national, donc il y a beaucoup d'attractivité autour et peu de place. Et peu de place, il y a beaucoup de compétitions et ça a foutu le bordel au niveau des esprits. Et j'espère vraiment qu'il y a des équipes qui ont un bon esprit. J'espère et je pense, mais bon, voilà. Le foot, j'en suis parti assez rapidement. Donc toi le foot, enfin, tu as fait des sports compétitifs, certains qui t'ont plu, d'autres qui t'ont pas plu, et après tu as commencé à pratiquer lors du déplacement et le parcours. Yamakasi avec Sébastien Lowe, qu'on salue, grand professeur et excellente source d'inspiration. Et tu penses... Ouais, ça, je tiens à le rajouter avant ta question. Vas-y. Tout à l'heure, tu me posais la question, comment ça se fait que tu as aussi bien performé. Et ça, c'est important de le rajouter pour moi aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'ai été bien encadré, tant au niveau de l'équipe de Simiform, toute l'équipe de Simiform qui est là pour aussi recadrer. Il y a une vision d'ensemble, une vision extérieure, et ça permet vraiment de progresser. Et puis Sébastien Lowe, qui m'a vraiment super bien formé, qui m'a super bien aidé avant les compétitions, mais de ça aussi bien avant. À partir de 14 ans, c'est lui qui m'a pris sous son aile, vraiment, qui m'a formé et qui m'a donné l'esprit, le goût de l'effort, le physique, le renfort. C'est aussi grâce à lui que j'en suis ici aujourd'hui. Ouais, à moi et à lui. Parce que Sébastien, il tire son entraînement de Ciao Bell, un des Yamakasi, et c'est pas la rigolade quand tu vas t'entraîner avec eux, c'est vraiment difficile. C'est vraiment l'esprit guerrier, ouais. C'est quelque chose d'autre, c'est pas le fun. C'est le fun, il vient après. Mais après, quand tu vas manger ou après, à volonté, ou après l'entraînement. Ou après, ouais, c'est carrément ça. Mais l'entraînement, c'est pas le fun, c'est vraiment la souffrance. Ça, c'était. Maintenant, voilà, ça a bien changé. Hein. Même les Yamak, maintenant, voilà, ils ont pris de l'âge et ils se reconvertissent peu à peu dans une pratique différente. Mais il y avait une époque où c'était vraiment différent. Hein. C'était vraiment esprit guerrier. Et du coup, tu penses que, donc je parle à ta place, mais après tu pourras préciser, tu penses que du coup l'idée ce serait comme le parcours évolue vers la compétition, enfin en tout cas, pas ça va être une pratique que compétitive, elle ne sera jamais comme l'escalade par exemple, où des gens aiment juste aller dans la montagne et grimper. Les compétitions doivent garder cet aspect de respect. Ça doit être contrôlé. De respect les uns envers les autres, de respect de humilité. Ok, t'as gagné, ça veut pas dire que t'es le meilleur ici. T'étais le meilleur ce jour-là, à cette heure-là. Peut-être que 3 heures plus tard, t'étais pas le meilleur. Oui, et puis il y a aussi l'aspect humain. Ouais, bien sûr. Être le meilleur être humain, ça quand même doit rester dans l'un des fondamentaux de notre pratique. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, évidemment, c'est... Ah, merci. Je suis d'accord avec Valentin Dubois sur cet avis-là. Non, c'est pas ça. Non, ça doit être contrôlé. Les compétitions doivent être contrôlées parce qu'il y a vraiment, on est sur une direction où il y a vraiment on est sur un axe où il y a vraiment deux directions. C'est-à-dire que là, on est sur cet axe-là avec tout ce qui se passe avec la gym, etc. On est sur un axe où on peut ruiner, où une partie du sport peut être ruinée, où il peut y avoir justement un rebondissement en se servant des événements actuels. Il peut y avoir un rebondissement sur une restructuration, sur quelque chose de positif. Donc il y a vraiment ces deux changements de direction, voilà, de négatif ou positif. Voilà, les compétitions peuvent être très négatives comme elles peuvent être très positives. Ça, c'est vraiment important. Ok, pour l'instant, c'est vrai que on n'a pas encore vu vraiment des compétitions négatives avec des athlètes qui arrivaient arrogants. Le sport n'est pas encore assez développé pour voir ça, mais ça va très vite arriver. Je pense que ça va arriver. Donc à partir du moment où il y aura de l'argent en jeu, qu'il y aura des mauvaises personnes derrière ou des personnes qui ne voient pas l'intérêt du sport, mais le profit qu'il y a à faire derrière, ça va ça va arriver très très vite. C'est en plein essor, c'est à la mode, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Ça va vite arriver. Ouais, parce que les prize money pour, par exemple, NAPC, je crois que c'était 1000 pièces, $1000, un truc comme ça. Un peu plus, mais ouais, c'était ouais, 1005. Joe m'avait dit que c'était vraiment pas beaucoup par rapport à l'effort et le commitment. Donc, si t'es pas là pour l'amour de la pratique. Exactement. Pour l'instant, tu fais pas ça pour gagner ta vie. Ouais. Tu fais pas ça pour gagner ta vie, si ce n'est je parle pas des compétitions, je parle en dehors de ça, ceux qui font du cinéma, ceux qui font voilà, de la cascade, des représentations, modèles, etc. Là, oui, il y a de l'argent à se faire et on peut exploiter une voie professionnelle. Non. Mais pour les compétitions, pour l'instant, non. C'est juste
c'est juste essayer de... Voilà, c'est un objectif personnel et c'est pas, tu fais pas ça pour l'argent parce que sinon tu es au mauvais endroit. Je pense. Surtout si tu fais Je pas pense des aussi, compétitions de la gym. Ouais. Moi, ça va, j'ai gagné un peu d'argent. Mais c'était facile. C'était argent facile. Pacha TMTC. Non, il y avait qui? Il y avait Foski. Foski était bon quand même. Bah, il a fini 2e. Hein. Foski est très très bon. Il y avait Foski qui était là. Il y avait Chris Armat qui était bon quand même. Et ouais, c'est tout. Ouais. Enfin bref. Donc voilà, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup Charles pour toutes ces questions. Donc j'ai une dernière question pour toi. Tes questions. Si quelqu'un vient te voir, et je parle pas genre de quelqu'un qui vient de commencer. Non, je parle de quelqu'un qui a déjà 2-3 années derrière lui. Il vient te voir et dit: oh Charles, j'aimerais devenir meilleur en speedrunning. Alors c'est quoi les conseils? Moi j'ai des idées sur la réponse à ma question, mais c'est quoi les conseils les plus importants que cette personne, que tu pourrais donner à cette personne? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plein de choses. Mais il y a beaucoup de choses, mais si j'essaye de faire une synthèse des 3, t'as dit? Non, bah, ça peut être 3, ça peut être 7. Généralement, ce qui marche sur YouTube, c'est le top 3. Okay, top 5, allez, le let's top go. 5. Vas-y. Ça fait beaucoup, mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Genre, déjà, une des principales bases, ça va être de se renforcer physiquement et d'être OK physiquement avant de commencer à faire du speed. Parce que le truc, c'est que tu peux faire les deux en même temps, mais si t'es pas prêt physiquement, tu vas te blesser. Parce que le speed, c'est une discipline qui est explosive, donc très traumatique. Donc la blessure arrive très vite si tu n'es pas préparé physiquement. Ne pas trop s'entraîner et se préparer physiquement. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Sur de la PPG, sur de la générale, de la préparation physique générale. Pas arriver dans le spécifique trop rapidement. Voilà, ça, c'est important. La deuxième, ça va être de pratiquer tes techniques de base dans le parcours et l'ADD et pas chercher à faire des trucs trop complexes dans un premier temps. C'est quoi les techniques de base? C'est les franchissements, c'est la précision, c'est de l'agilité, c'est des choses des choses que tu apprends au tout début mais que tu as tendance à délaisser un petit peu par la suite parce que tout le monde fait des triples chats, etc. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est maîtriser, que ça soit instinctif au plus profond de ton être. Donc répéter ces basiques et jamais les oublier. Ça, c'est super important. Numéro 3. Numéro 3, c'est travailler sa course et ses qualités athlétiques, ses drills. Toi, tu connais bien, tu as énormément cherché dans toute la discipline de l'athlétisme pour ça. et c'est super important. Le speedrunning, c'est une discipline qui est athlétique et où tu dois être performant. Donc en plus de ta préparation physique générale ou spécifique, tu te dois d'aller chercher, grappiller dans les sports différents. Donc là, je parle de drills. Ça peut être d'athlétisme, d'haltérophilie, de n'importe quoi. C'est vraiment histoire que tu maîtrises ton corps. Donc des outils qui vont te permettre d'être plus rapide, ouais, c'est ça? Des outils qui vont te permettre soit d'être plus rapide, soit d'être mieux placé, mieux gainé, mieux... Voilà. Ça, c'est super important. Le 4e, ça va être tout simplement de pratiquer. C'est pas un conseil qui est très utile parce que c'est pour ça que je le mets en 4 ou en 5, c'est parce que généralement les gens le font instinctivement, d'ailleurs c'est ils font juste ça, ils pratiquent. Mais ça va être de pratiquer une fois que tu as fait tes bases, etc. Ça va être de pratiquer sur des runs sans forcément mettre de la vitesse. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on veut s'entraîner pour du speed, on va faire de la vitesse. Let's go! Voilà. Mais Foski, c'est une inspiration. Foski, il est rapide, mais il n'a pas bossé sa vitesse au début. Ouais. Il a bossé sa fluidité, il a bossé ses liaisons. Ses liaisons, réduire le nombre de pas entre les obstacles, etc. Travailler ça avant de travailler la vitesse, parce que c'est un petit peu c'est une pyramide. La vitesse, c'est la finalité. Mais tu as la fluidité, tu as l'agilité, tu as les bases, etc. Donc, ouais, je pense à des mecs comme Johnston qui m'a éclaté, alors que lui, il fait juste il n'a pas un influx nerveux de dingue, il est juste fluide et il maîtrise juste super bien son corps. Il m'a pas éclaté surtout. Ouais, t'as été là. Non, c'est pas vrai. Ouais, donc ça, c'est super important. Travailler sa fluidité, travailler ses liaisons entre les enchaînements, etc. avant de travailler la vitesse. Okay. Et 5, travailler la vitesse. Ok, c'est quoi travailler la vitesse? Travailler la vitesse, c'est travailler ses sprints. Donc ça rejoint un petit peu l'idée des drills en athlétisme ou en haltéro. Et ça va être travailler des mouvements
mais possible. le plus vite possible. Comment se prendre la tête, rechercher, etc. Se prendre la tête sur comment faire une technique plus rapide, en fait. Donc il y a un jeu à avoir avec le centre de gravité, baisser son centre de gravité avec l'obstacle, le plus proche possible de l'obstacle, etc. Se prendre la tête sur ça et travailler ces techniques qui sont spécifiques au speed. Ok, et dernière question, comment t'as fait pour avoir une aussi belle planche? Oh, mec, Comment on fait pour répéter, mais des comment on fait pour avoir une milliards belle de planche fois. comme ça? Ah, il y a pas de, c'est comme la roulade en fait. Alors, il y a des petits secrets que je donnerai peut-être après, mais voilà, je donne des secrets. Mais non, il y a beaucoup de répétitions. C'est comme la roulade. Comment tu fais pour faire une bonne roulade? Ben, Tu roules beaucoup? T'as un 9, mais tu t'en fous, t'en fais des milliards quand même, et ça va rentrer. Et au bout de 3, 4, 5 mois, 6 mois, tu la maîtriseras. Enfin, tu l'auras vraiment bien. Les planches, c'est pareil. Sauf qu'en plus contrairement à la roulade, il y a un gros facteur physique. Et il y a un gros facteur technique aussi. C'est-à-dire que si tu as le physique mais pas la technique, ça marche pas. Et inversement, c'est pareil. Donc il faut vraiment les deux. Donc moi, je fais beaucoup de traction. Une fois que je maîtrisais les tractions au poids de corps, que je pouvais en faire 20, 25, 30, Tu fais 30 tractions au poids de corps? J'ai déjà fait 30 tractions au poids de corps. Plus maintenant. Maintenant, je suis plus basé sur la force. Mais du coup, une fois que j'avais vraiment une grosse base en traction, je passais sur de la charge additionnelle, 5 kg, 10, 15, 20. Et je suis monté comme ça. Et ça me permet d'avoir vraiment... Voilà. Toujours important, le poids de corps avant la charge additionnelle, maîtriser les mouvements avant de rajouter de la charge. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure planche aussi. Tout ce qui est dips, les pompes, voilà, beaucoup de prépa physique. Et moi, ce que j'aime bien, le petit secret, c'est pas... Voilà, il y a beaucoup de gens des préparateurs physiques ou des athlètes de haut niveau qui connaissent ça. Mais c'est vraiment allier les deux. Physique dans un premier temps, un petit peu de repos, très court repos. Et ensuite enchaîner sur une technique qui est spécifique à ce qu'on vient de travailler en physique. Donc dans l'entraînement physique, tu vas faire des planches en fin de série, c'est ça? Par exemple, sur une série, je vais te faire des tractions lestées, je vais t'en faire 5 ou 8, et après je vais te partir sur donc 20 secondes de repos, je vais partir sur des planches en fait, sur un mur, je vais t'en faire 3 ou 5 le plus rapidement possible. Et il y a une assimilation, ce qui est intéressant quand on travaille du physique technique, c'est que le physique, de suite tu l'intègres dans ta technique et tu as une adaptabilité, je sais pas comment dire, tu as une conversion qui est faite en fait sur tes capacités physiques travaillées. Ok, bah, super, merci beaucoup Charles. Merci beaucoup Charles. Comment les gens peuvent te contacter? C'est quoi tes réseaux sociaux? Je vais les mettre. Sur Instagram principalement. Ok. Sur Instagram du coup, ça va s'afficher là, maintenant là. Ouh, maintenant let's là. Go. Ok, ça marche. Ça va partout. Donc Charles Poujade, tout attaché. Yes. Et on peut suivre aussi Simiform, ton entreprise, ta salle, exactement. ta famille. Et, tout à fait. Et voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi. Merci Valentin. Je te le dis pas souvent, mais toi aussi tu m'inspires. Ah oui, let's go. Ok, bon bah c'est terminé. Tu peux rentrer chez toi. Ah super. Regarde, c'est magnifique. Regarde, je m'assois comme ça, tu vas voir à quoi ça ressemblait. Et oui, je m'appelle Charles Poujade. J'aime bien. Il y a un beau plan, ouais. Ouais, c'est joli avec les barres derrière. Bon, j'espère que ça va être bien avec le... Salut les amis, et on espère vraiment que vous avez aimé cette interview. On n'a pas encore du matériel de dingue, donc au niveau de la vidéo, au niveau du son, c'est pas ouf, mais on va s'améliorer avec le temps. Notre but est d'aller interviewer d'autres personnes, d'apporter des contenus intéressants, de qualité sur la pratique du parcours et de l'art du déplacement. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez réussi à regarder l'épisode jusqu'à la fin, bravo à vous. 1 heure comme ça. Et laissez-nous un hashtag banane flambée. Si vous avez fini jusqu'au bout, hashtag banane flambée dans les commentaires. Voilà, gros bisous à vous de la part de toute la blacklist. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, laissez-nous un commentaire, un like, tout ça. Et à très vite. Bisous. Gros bisous.